Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputée Marie-Pierre Védrenne sera l'invitée de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer le sans-abrisme. 700 000 personnes se retrouvent chaque nuit sans abri dans l'Union. L'Europe et son fonctionnement, nous vous parlerons du médiateur européen. L'Europe dans notre quotidien, on vous dira tout sur la fin du géoblocage. Les expressions populaires, pour mourir, les Français disent « casser sa pipe ». Que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans votre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Que fait l'Europe dans notre région? Nous sommes aujourd'hui avec Séverine Delavoye-Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez ouvert en 2018 une ferme nommée La Chèvrerie à Marcouville, dans l'Eure. On y trouve à la fois une boutique et un laboratoire, et puis vous élevez des chèvres aussi, on y reviendra en détail. Mais vous, pour commencer, racontez-moi un peu votre parcours. Alors mon parcours, donc moi c'est Séverine Delavoye-Pierre, j'ai 47 ans, j'ai 2 enfants, j'ai une formation BEP et Bac Pro compta. À la base je suis pas du milieu agricole. Je suis rentrée dans le milieu agricole parce que j'ai rencontré mon mari. Et donc, j'ai fait un BPREA, donc c'est un diplôme agricole en 96. Je me suis installée après en ERL avec mon mari en 2003. Et voilà, et voilà, et maintenant je suis toujours dans l'agricole. Aujourd'hui, je suis installée sous mon nom en individuel parce qu'avec mon mari, on a 16 ans de différence. Donc lui est à la retraite et moi, j'ai encore 15 ans à bosser. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous vous occupez de la chèvrerie. Alors comment ce projet est-il né concrètement? Comment est-ce que vous êtes attelé à la création de ce projet? Alors, ce projet, il est né, comme je vous disais, j'ai 16 ans de différence avec mon mari. Donc, mon mari, c'est la 4e génération sur l'exploitation. Et ayant 16 ans de différence, lui est à la retraite. Et moi, j'ai repris l'exploitation sous mon nom. Mais je voulais pas continuer à travailler comme lui, en fait, avec les vaches laitières. Livrer le lait à l'industriel. Donc, je me suis dit, il faut que je me trouve quelque chose, un élevage plus humain quelque part. Et je voulais plus me faire plaisir, donc produire un produit de A à Z. Donc, j'ai trouvé la chèvre. Et voilà comment a démarré le projet. C'est plus pour que je sois dans le plaisir dans mon travail, en fait. Alors, on le rappelle, ce projet, c'est une histoire de famille. Et c'est quelque chose dont vous êtes fiers, j'imagine. Vous êtes installé, donc votre mari en tout cas est installé depuis plus de 3 générations à Bosquerard de Marcouville. Alors mon mari, c'est la 4e génération sur l'exploitation. Mon mari est né ici sur le corps de ferme, à la maison de ses parents. Donc mon mari 4e génération. Donc mon mari était avec des vaches laitières. Et on a 2 enfants, et les 2 enfants, on en a un aujourd'hui actuellement qui travaille avec nous, qui travaille au labo, Quentin, qui fait les fromages. Et on a notre fille qui a 18 ans et qui est en études agricoles, parce que son souhait, c'est de reprendre l'exploitation. Donc voilà, donc oui, c'est une affaire de famille. Alors vous précisez sur votre site internet le rôle de chacun. Il y a Yves sur l'exploitation, vous au magasin et Quentin au laboratoire. Comment cette répartition s'est-elle faite? Ça s'est fait tout seul en fait. Mon mari est resté au niveau de l'élevage. Quentin, comme il a obtenu son CAP cuisine en 2018, il a arrêté l'école en fait. Et puis il a démarré les fromages de chèvre avec moi. Donc on a attaqué le labo tous les deux. Donc aujourd'hui, lui il reste plus dans le labo. En fait, c'est lui qui fait toute la partie labo. Et moi, j'ai gardé la partie accueil, la partie magasin, la partie les marchés, la vente. Alors les vaches laitières, vous l'avez dit, ont été remplacées petit à petit par des chèvres. Qu'est-ce que ça change, vous, dans votre travail? On n'est plus du tout dans la même ambiance. On est, comme je vous disais tout à l'heure, on est plus dans le plaisir. L'objectif, c'était de sortir l'industriel de la cour, alors l'industriel laitier avec les vaches laitières. Je voulais être autonome et donc aujourd'hui, on est mieux dans notre travail, on se fait plaisir. Ce que j'explique à mes clients, c'est que, à mes visiteurs, parce que le mot client, j'aime pas en fait. À mes visiteurs, c'est la convivialité
et se faire plaisir, être bien dans son travail, quoi. Voilà. Alors pour les gourmands qui nous écoutent ou qui nous regardent sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on fabrique du fromage de chèvre? Comment on fabrique? Vous savez, c'est tout simple. Il suffit juste de mettre les ferments. Enfin, moi, je fais du fromage du lactique, on appelle ça. Donc, c'est le fromage le plus simple à fabriquer. Je mets mes ferments, je mets ma présure, le lait il caille, et après, c'est le lait caillé qu'on moule. Et après, on démoule, et après, il y a la partie affinage, et voilà. Donc, c'est un fromage très, très simple à faire. Après, on a d'autres sortes de fromages. Il y a les pâtes molles mi-cuites. Donc voilà, que moi je fais du lactique, c'est au lait cru. C'est un fromage au lait cru. Il y a des différents types de fromage de chèvre ou pas? Oui, après, comme je vous disais, il y a les pâtes molles, il y a le lait où on le chauffe un peu. Après, il y a plusieurs différences dans les chèvres. Après, on les aromatise ou pas. Enfin, voilà. Mais la base est souvent la même. Souvent, c'est un lactique. On appelle ça un lactique, un fromage blanc, quoi. Et quelle est la différence entre un fromage au lait de vache et un fromage de chèvre? C'est juste le lait. Sinon, c'est le même. On peut faire un lactique de fromage de lait de chèvre ou un lactique de fromage de lait de vache. C'est le même. C'est juste le goût qui change parce que le lait n'a pas le même goût entre la vache et le lait et la chèvre, mais sinon, c'est les mêmes fromages en fait. Alors vous avez bénéficié de fonds européens, vous avez reçu un peu moins de 20 000 euros du Fonds européen agricole pour le développement rural. Quelles ont été les étapes? À qui est-ce que vous vous êtes adressé pour obtenir ces fonds? Est-ce que vous avez répondu à un appel à projet? Alors moi, j'ai pas fait appel à Un projet? un projet. J'avais un projet en tête, donc j'ai été voir la Chambre d'agriculture et eux m'ont dit qu'il y avait des fonds, il y avait des aides qui pouvaient être pour les circuits courts, pour la transfo. Donc voilà, donc j'ai fait mon dossier avec la Chambre d'agriculture. Voilà quoi. Après. Et avec ces fonds, qu'est-ce que ça vous a permis de faire? J'ai pu acheter du matériel performant. Du matériel performant, au moins comme ça je suis aux normes sanitairement, ça donne un bon petit coup de main quand même. Ouais, Et est-ce que vous avez dû justifier vos dépenses auprès de l'Europe, faire un bilan de l'utilisation de l'argent? Oui, alors c'est pas forcément un bilan de l'utilisation de l'argent. Alors oui, ils viennent voir quel labo on a monté, enfin voilà, parce qu'on donne des devis, enfin oui, ils viennent surveiller. J'ai perdu le fil. Sur l'utilisation de l'argent. L'utilisation de l'argent, oui. Alors, ils demandent une étude aussi pour voir si le projet est viable. Si, ils prêtent pas de l'argent à des projets farfelus, quoi, on va dire. Donc, ils demandent une étude de marché, voir si c'est viable. Et après, ils viennent vérifier si tous les devis ont bien été suivis, si le matériel, tout est là. Et voilà, oui. Et est-ce que vous avez pu bénéficier aussi d'autres financements, je pense aux collectivités locales, par exemple? Non, j'ai pas eu d'autres financements, non. Alors vos produits sont disponibles chez vos partenaires, vous faites aussi les marchés et les livraisons. Le circuit court, c'est aujourd'hui votre priorité, est-ce que c'est celle aussi des consommateurs? Complètement. Là, on est sur une vague en circuit court, notamment plus avec le Covid, là il se passe quelque chose chez le consommateur. Il veut nous faire travailler, il veut manger des bons produits, donc voilà, on est dedans et oui. Et vous, ça vous plaît également de fabriquer des produits pour les personnes proches de vous plutôt qu'à l'autre bout du monde? Ah oui, non mais moi
mon but, c'est le circuit court, mais très très court. Je me suis pas mis en bio parce que le bio qui fait 600 km, voilà. Je suis pas contre le bio, mais je vois pas l'intérêt. Donc je suis pas en bio. Je préfère du circuit court, très court même. Voilà. Alors, en temps normal, vous organisez des portes ouvertes et on peut même venir assister à la traite des chèvres qui a lieu tous les soirs à 18h30. C'est à la fois de la transparence et puis peut-être l'occasion de partager votre savoir-faire avec les visiteurs, votre passion ou de susciter des vocations. Oui, voilà, vous avez tout dit en fait. C'est le partage. Le but est là, c'est le partage, la convivialité. Les gens, les visiteurs préfèrent venir ici que de regarder un reportage agricole à la télé. Enfin, moi, quand je vois les reportages à la télé, il y a des choses, qui sont bien dites, mais d'autres, c'est pas ça. Donc là, ils sont sous le bâtiment avec nous et voilà, et on passe tous un bon moment. Merci beaucoup, voilà. Séverine Delavoye-Pierre, d'avoir été avec nous sur Sensation. L'Europe et son fonctionnement, on s'intéresse aujourd'hui au médiateur européen avec la Maison de l'Europe et le centre d'information Europe Direct. Zone Europe, c'est quoi ? Pauline Simons-Desmet, chargée de mission jeunesse à la Maison de l'Europe de l'Eure. C'est quoi le médiateur européen ? Le médiateur européen n'est pas une institution européenne officielle, dans le sens où il n'est pas dans les traités en tant que tel. Mais cette institution existe depuis le traité de Maastricht en 1992. Le médiateur dépend du Parlement européen, par qui il est élu pour des mandats de 5 ans. Le médiateur européen est là pour enquêter sur les suspicions de mauvaise administration et toutes questions relatives aux institutions européennes. Vous pouvez saisir le médiateur européen si vous estimez avoir été victime de mauvaise administration. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Des infractions aux règles européennes, des oublis ou encore de la discrimination dans la gestion des dossiers. Le médiateur a aussi le droit d'ouvrir une enquête de son propre chef. Vous l'aurez compris, le médiateur européen est un organe plutôt juridique qui permet aux citoyens européens d'avoir un recours de plus vers cette administration européenne qu'on considère souvent si lointaine. On peut aussi voir que le médiateur européen comme une institution de contrôle démocratique. Et en parlant de contrôle, il existe une autre institution, celle-là officielle, qui s'assure que les comptes sont bien respectés. La Cour des comptes est donc l'une des 7 institutions officielles de l'Union européenne. Elle existe depuis le tout début, puisqu'il s'agit d'une institution de contrôle des autres institutions européennes. Elle s'assure tout simplement que les comptes de ces institutions publiques sont transparents et de la bonne gestion des institutions européennes. Zone Europe, l'invité politique. Alors c'est une crise à laquelle de nombreux pays de l'Union européenne sont confrontés, le sans-abrisme. Je reçois Marie-Pierre Védrenne, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée, membre du groupe Renew Europe et vous êtes vice-présidente de la Commission du commerce international. Alors avant d'évoquer les propositions du Parlement européen sur le sujet, je voudrais que l'on dresse d'abord l'état des lieux du sans-abrisme en Europe. Alors au moins 700 000 personnes seraient touchées et se retrouvent chaque nuit sans abri dans l'Union. C'est 70% de plus qu'il y a 10 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle envolée ? Vous avez raison de souligner que même avant le choc du Covid, nous faisons face à une augmentation du sans-abrisme en Europe et c'est pour ça qu'à la fois dans la commission emploi et à la fois dans la commission des pétitions, nous nous sommes saisis de cette question et de travailler sur avoir justement des logements qui soient plus accessibles, notamment en termes de loyer bien évidemment parce que ça contribue justement au sans-abrisme et puis il y a toutes les questions relatives de manière globale au pouvoir d'achat, à l'emploi parce que quand vous n'avez pas d'emploi, quand vous n'avez pas de revenus, bien évidemment c'est beaucoup plus difficile de trouver un logement et vous rentrez en fait dans un cercle vicieux. Donc tout l'enjeu du Parlement européen est de travailler justement sur l'accessibilité du logement, mais aussi sur les conditions pour avoir un travail décemment rémunéré qui permettent justement d'avoir une vie décente parce que vous avez évoqué ces chiffres et on le voit qui cessent d'augmenter. On voit aussi les différences qui peuvent émerger d'un pays à l'autre, qui ne touchent pas non plus toujours les mêmes personnes. Et il faut qu'on agisse au Parlement européen pour appuyer les États membres sur cette question. Et c'est là où le Parlement européen a aussi un rôle de coordination et de bien travailler avec les échelons nationaux et locaux qui sont en premier front sur le sujet. Enfants, femmes, familles, personnes âgées, minorités, migrants. Est-ce qu'on sait qui sont les types de personnes qui souffrent le plus de sans-abrisme ? Dans les études qu'on peut avoir au Parlement européen, mais même de manière beaucoup plus globale, on voit effectivement que par exemple les familles monoparentales, notamment les femmes seules avec enfants, sont plus touchées par le sans-abrisme, mais aussi vous évoquez les migrants, on peut évoquer les mineurs isolés aussi. On voit bien que justement du fait de la crise que nous avons vécue migratoire, mais
plus globalement aussi, ça ne touche pas que les migrants, ça ne touche pas que les réfugiés politiques, ça touche aussi les Européens. Je ne dirais pas qu'il y a une caractéristique et un portrait type. C'est-à-dire qu'à des moments de votre vie aussi, vous pouvez avoir des accidents dans votre parcours professionnel qui font que justement vous perdez votre emploi et que vous vous retrouvez ensuite sans capacité de pouvoir payer votre loyer et vous rentrez dans ce cercle vicieux. Donc tout l'enjeu du Parlement européen, c'est de voir quels sont, en fonction justement des personnes qui sont le plus touchées, quels moyens on peut mettre en face pour pouvoir lutter contre le sans-abrisme. Alors ces sans-abri sont encore plus que d'autres populations victimes de la pauvreté, des discriminations. Ils sont aussi confrontés à la violence de rue. Quels sont les besoins qui ont été identifiés? Vous parlez du logement tout à l'heure notamment. Il va y avoir des besoins de plusieurs ordres. Il va y avoir effectivement le besoin de trouver un logement parce que si vous n'avez pas de logement, vous ne pouvez pas trouver un emploi, etc. Et vous faites face, comme vous venez de le souligner dans votre question, à des violences de rue, notamment pour les femmes. Il y a tout le travail qui doit être mené pour pouvoir avoir des hébergements d'urgence aussi, pour éviter justement que vous restiez dans la rue. Il y a un grand travail qui est mené par les associations, par les ONG aussi, pour pouvoir épauler les entreprises. Moi, je vois aussi dans la commission emploi et affaires sociales, je suis responsable du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. C'est-à-dire que quand vous perdez votre emploi du fait de la mondialisation, il faut pouvoir aider les travailleurs, que ce soit pour une formation, que ce soit pour monter une entreprise, pour pouvoir rebondir en fait, et pour pouvoir avoir un emploi, parce qu'on sait que c'est vraiment la base qui fera que vous aurez un revenu et qui vous permettra de vous sortir de la plus grande précarité. Et puis aussi, ce qu'on voit aussi, c'est que au-delà du choc du Covid et avant, parce que vous avez dressé les chiffres sur une période avant le Covid, c'est que nous sommes à un moment dans une phase de transition, en termes notamment d'emploi, parce que nous avons la transition écologique, nous avons la transition numérique, et il faut aussi qu'on agisse justement sur les emplois de transition, donner les capacités en formation pour pouvoir justement faire en sorte que toute personne puisse avoir accès à un emploi et maîtriser justement ces nouvelles technologies. Alors, ces dernières années, on a parlé des chiffres, le taux de sans-abrisme a augmenté de 47% en France, en Belgique il a augmenté de 30% et même au Luxembourg de 288%. Est-ce qu'on a le sentiment qu'aucun pays n'est épargné par ce phénomène? Effectivement, on voit bien en fait qu'aucun pays n'est épargné, mais on voit aussi que les choses peuvent être différentes entre les pays d'Europe de l'Ouest et les pays d'Europe centrale et orientale. Pourquoi? C'est parce que sur les logements publics, sur les logements sociaux, nous n'avons pas bien sûr les mêmes politiques d'un État membre à un autre. Donc aussi en fonction des zones rurales, en fonction des zones métropoles, nous n'avons pas les mêmes difficultés, nous n'avons pas les mêmes chiffres et les personnes ne sont pas confrontées aux mêmes situations. Mais pourtant, c'est un problème qui émerge dans tous les États membres de l'Union européenne. Alors, la crise sanitaire a entraîné la pandémie de Covid-19, a accentué la crise économique et sociale que nous connaissons. Les associations de solidarité témoignent d'un nombre de bénéficiaires qui augmente sans arrêt. De nouveaux profils aussi ont fait leur apparition, notamment les étudiants. Le pire est-il à venir si on ne met rien en place ? Je pense que le Parlement européen, très vite, au moment du choc du Covid-19, a tiré la sonnette d'alarme parce qu'on peut parler beaucoup du côté économique, justement, du plan de relance. Et on a été plusieurs, je me souviens d'échanges avec ma collègue Sylvie Brunet, qui est avec moi dans la commission emploi, pour dire que non seulement nous faisions face à une crise sanitaire, une crise économique, mais une crise sociale. Parce que, justement, on a vu, à travers cette crise, toutes les vulnérabilités de notre modèle social européen. Même s'il est meilleur que d'autres, mais on voit encore les vulnérabilités et les faiblesses. Et on sait bien que dans ces périodes, c'est justement les plus vulnérables qui sont touchés en premier. Donc tout notre enjeu, ça va être faire en sorte d'assurer justement une relance qui soit coordonnée et juste socialement. Faire en sorte d'appuyer les États membres qui ont le plus de difficultés, qui ont des travailleurs qui sont dans des situations très délicates. Donc le Parlement européen pousse pour pouvoir agir sur ce volet-là. Autre exemple, le Parlement européen s'est toujours mobilisé pour le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation que je citais tout à l'heure, mais aussi sur le Fonds d'aide aux plus démunis. C'est faire en sorte que, par exemple, en France, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge bénéficient d'un appui important pour pouvoir justement donner des repas aux personnes qui en ont le plus le besoin.
Alors on le disait, le Parlement européen voudrait mettre fin au sans-abrisme et qui a été annoncé, la date c'est 2030, grâce à différentes propositions, on va revenir en détail. La première consisterait à fournir un accès égal aux services publics tels que les soins de santé, l'éducation et les services sociaux. Effectivement, parce que là aussi, on voit bien justement que tout est lié. On a parlé du logement, mais quand vous avez des conditions de santé difficiles, quand vous êtes malade, quand vous ne pouvez pas vous soigner, je vais prendre un exemple tout bête, le mal de dos ou le mal de dents, mais vous ne pouvez pas être dans des conditions optimales pour rechercher un emploi ou pour travailler. Donc la santé, c'est prioritaire et on voit qu'avec le choc du Covid, l'Union européenne travaille sur l'émergence d'une Europe de la santé. On parle d'énormément de sujets, donc c'est important de pouvoir agir sur tous les fronts et faire en sorte que justement les piliers, bonne santé, juste revenu, logement décent permettent de sortir du sans-abrisme. Alors, deuxième proposition, soutenir l'intégration des personnes sans domicile sur le marché du travail via des programmes d'emploi, des formations et des programmes adaptés. C'est important de soutenir l'emploi ? C'est important de soutenir l'emploi, évidemment, parce que c'est aussi un facteur d'émancipation, mais pour ça, justement, il faut agir sur le volet des compétences, sur le volet de la formation. On vient, sur d'autres points, d'avoir un accord, par exemple, sur Erasmus. Là, c'est un autre sujet. Mais on voit bien que si on donne les compétences, si on travaille sur cette question de formation, la formation continue, la formation professionnelle, si on donne des clés, c'est ce qui fera que derrière, des employeurs se tourneront vers tout le monde et tous les travailleurs auront un emploi. Donc la nouvelle stratégie sur les compétences est essentielle. Et en dernière proposition, offrir un accès permanent aux abris d'urgence, et en plus des mesures de prévention et d'accompagnement qui existent déjà. De quoi s'agit-il cette offre ? En fait, il faut voir que l'Union européenne, sur cette question, elle agit sur une temporalité un petit peu en deux temps. Il y a effectivement l'urgence, c'est-à-dire que quand vous êtes justement dans la rue et que vous faites face à des violences dans la rue, etc., vous devez pouvoir être pris en urgence, vous devez pouvoir être hébergé, vous devez pouvoir avoir un toit sur la tête, vous devez pouvoir prendre une douche, vous devez pouvoir vous nourrir. Donc ça, c'est la situation d'urgence et c'est là où l'Union européenne agit aussi. Mais elle doit agir aussi sur du plus long terme et c'est des mesures qu'on vient d'évoquer sur la question de la formation, sur la compétence, sur le logement. Donc c'est vraiment cette volonté commune, l'urgence et une temporalité plus longue pour faire en sorte justement que nos taux de chômage diminuent pour pouvoir sortir le plus grand nombre de la précarité. La fin du sans-abrisme d'ici 2030, c'est un objectif plausible selon vous ? C'est un objectif plausible, mais pour ça, il va falloir travailler tous ensemble. Tout à l'heure, j'évoquais le rôle clé de l'échelon national, de l'échelon local. Donc, il faut qu'on travaille dans le même sens. C'est pour ça aussi que le rôle du semestre européen, c'est-à-dire l'instrument de coordination de nos plans de relance, est capital. Parce que si nous n'avons pas une relance européenne qui soit coordonnée et qui soit juste socialement, nous n'arriverons pas à atteindre nos objectifs. Pour travailler sur une définition commune, une meilleure collecte des données et des indicateurs cohérents pour être en mesure de mieux comprendre et évaluer l'ampleur du problème. C'est aussi un objectif du Parlement européen. Et puis, le Parlement européen demande aux États membres d'adopter le principe du logement d'abord. Alors, ça veut dire quoi ? C'est exactement ce qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de logement, vous ne pouvez pas trouver un emploi, vous ne pouvez pas vous loger, vous ne pouvez pas prendre votre douche, vous ne pouvez pas arriver finalement au travail dans les meilleures conditions. Si vous avez faim, là aussi, vous n'êtes pas en capacité de travailler. Donc c'est à partir du logement que vous pouvez bâtir votre vie. Alors justement, le logement, le prix de l'immobilier s'est envolé ces dernières années dans de nombreuses grandes villes européennes. L'encadrement des loyers dans des villes, est-ce que ça peut être une piste à suivre ? C'est des pistes qui sont évoquées par exemple à Paris, là sur des compétences plus nationales. On voit bien aussi, ça pose une autre question, ça pose la question de l'aménagement du territoire, ça pose la question de la cohérence. On voit aussi les oppositions justement qu'on peut avoir entre zones rurales et métropolisation. Je crois qu'il y a un vrai travail à faire sur les métropolisations parce que on voit toute la difficulté justement d'avoir un loyer et des logements que par exemple sur la rénovation thermique ou quand vous avez peut-être un logement mais qui est en fait une passoire énergétique et que vous mettez une grosse partie pour pouvoir vous chauffer, là aussi c'est un cercle vicieux. Donc il faut pouvoir agir sur tous les fronts. Alors à l'échelle nationale, est-ce que vous avez repéré des pays qui ont mis en place des bonnes pratiques, qui ont pu être efficaces et montrer leur efficacité en Europe ?
Suivant les sujets, on voit effectivement que certains pays ont des bonnes pratiques et c'est ça aussi le rôle de l'Union européenne, c'est de voir quelles sont les choses qui fonctionnent bien dans certains États membres. On peut le voir en Espagne et au Portugal, alors qu'on sait qu'il y a des difficultés. On peut le voir aussi en Suède, sur les questions de l'emploi, sur la question justement aussi de la solidarité, où vous avez beaucoup d'associations qui travaillent sur ces questions. Donc maintenant, tout l'enjeu, c'est de mettre tout le monde autour de la table. C'est là aussi où Nicolas Schmit et d'autres commissaires ont un rôle considérable et nous, le Parlement européen, on sera à leur côté pour pouvoir répondre à ces ambitions. Alors avant de nous quitter, Marie-Pierre Védrenne, on va passer au Money Time, une série de questions-réponses rapides. Alors première question, de quoi l'Europe est-elle synonyme pour vous? De liberté. Quelle est votre destination préférée en Europe? Il y en a beaucoup. Mis à part la Bretagne. Mis à part la Bretagne, j'aime beaucoup l'Italie. Quelle femme ou homme politique a le plus œuvré, selon vous, à la construction européenne? Simone Veil. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Ma fille. Et enfin, à quoi ressemblerait l'Europe dont vous rêvez? L'Europe dont je rêverais, une Europe beaucoup plus unie, beaucoup plus juste et qui s'affirme. Merci beaucoup, Marie-Pierre Védrenne, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du groupe Renew Europe et aussi vice-présidente de la Commission du commerce international. Que fait l'Europe dans notre quotidien? La fin du géoblocage, Olivia Schmoll nous en dit plus. Zone Europe. Vous êtes en voyage d'affaires en Allemagne et vous risquez de louper la retransmission d'un match du PSG. Vous êtes en Hongrie et vous craignez de ne pas pouvoir regarder les nouveaux épisodes de La Casa de Papel. Rassurez-vous, vous pouvez profiter de vos abonnements numériques lors de vos séjours temporaires dans l'un des pays de l'Union européenne. De nouvelles règles sur la portabilité des services de contenu en ligne établies par le Parlement européen et le Conseil sont entrées en vigueur le 1er avril 2018. Les plateformes vidéo comme Netflix, MyCanal, Amazon Prime, les services de musique en ligne comme Deezer, Spotify ou Apple Music, les jeux en ligne comme Steam ou Origin ou encore les plateformes de e-book sont concernés. La portabilité des abonnements ne s'applique qu'aux services payants, en sont exclus les plateformes de replay de certaines chaînes, de télévision et de radio. 64% des Européens utilisent Internet pour jouer à des jeux, visionner des images, regarder des films ou écouter de la musique. Les expressions populaires, mourir, les Français disent casser sa pipe ou bien encore passer l'arme à gauche, les Portugais disent battre les bottes, les Belges aller au royaume des taupes, que dit-on ailleurs? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. Les Roumains disent donner le sou au prêtre. Au Portugal, on dit bater les bottes, ce qui veut dire battre les bottes. Aux Pays-Bas, on dit tourner le coin. En Italie, on dit attisicare i paliti, ce qui veut dire avoir les jambes raides. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.